Salut tout le monde, aujourd'hui je vais retracer la préhistoire de l'Europe de l'Ouest depuis l'origine de l'humanité en Afrique de l'Est il y a 2,5 millions d'années jusqu'à l'arrivée des Celtes en 600 avant notre ère. C'est parti. Il y a 2,5 millions d'années, c'est le moment où l'on a retrouvé en Afrique de l'Est les plus anciennes traces du genre Homo, c'est-à-dire de l'espèce humaine. À l'heure actuelle, les chercheurs ont retrouvé deux espèces de ces premiers humains, l'Homo habilis et l'Homo rudolfensis. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on considère ces deux-là comme les premiers humains et pas les australopithèques ou les paranthropes avec lesquels ils cohabitaient? Eh bien, il y a trois critères. Le fait de marcher parfaitement sur deux jambes et non à quatre pattes, c'est ce qu'on appelle la bipédie, le fait de savoir fabriquer des outils et la taille de la boîte crânienne. Le problème, c'est qu'il n'y a pour aucun de ces trois critères une rupture nette entre l'humain et le non-humain. L'australopithèque, qui n'est pas considéré comme humain, était bipède, c'est juste que les Homo habilis et rudolfensis avaient une bipédie plus prononcée. L'australopithèque savait aussi fabriquer les outils, les Homo habilis et rudolfensis savaient juste en fabriquer de plus élaborés. Et quant à la taille de leur boîte crânienne, c'est vrai que la capacité crânienne de l'australopithèque était d'environ 450 cm3 contre environ 600 cm3 pour Homo habilis et 750 cm3 pour rudolfensis. Mais là encore, il faut faire attention. Premièrement, parce que c'est pas la taille qui compte, mais la manière dont on s'en sert. Deuxièmement, habilis et rudolfensis ont une capacité crânienne plus grande, ok, mais elle est juste proportionnée à leur taille, tout comme l'est l'australopithèque. Et enfin, à quel moment décide-t-on qu'une capacité crânienne est assez grande pour être considérée comme humaine? 500 cm3? 550 cm3? C'est pas vraiment possible à déterminer. On voit donc bien qu'il n'y a pas de rupture nette entre l'humain et l'hominé non humain, c'est plutôt une évolution progressive avec plein de ramifications. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a 2,5 millions d'années, il y avait plein d'espèces d'hominidés qui cohabitaient, chacune avec leur propre spécificité. L'Homo habilis et rudolfensis étaient deux espèces parmi d'autres qui avaient pour spécificité d'avoir un gros cerveau, de fabriquer des outils plus perfectionnés et de marcher sur leurs deux jambes. Durant 500 000 ans, d'autres espèces humaines se développent et il y a 2 millions d'années, une partie de ces hommes et femmes migrent d'abord vers l'Afrique du Nord, puis l'Asie, puis migrent vers l'Europe où l'on a retrouvé les premières traces de vie humaine datant d'il y a 1,8 million d'années. Tous ces hommes et femmes apprennent lentement à utiliser au mieux leur milieu naturel, cueillette, chasse, pêche, outils en pierre taillée, abris sous roche, et ils parviennent petit à petit à maîtriser le feu. Et chacun évolue séparément en s'adaptant à leur environnement, donnant progressivement de nouvelles espèces humaines qui elles-mêmes migrent et évoluent lentement au fil des millénaires. C'est ainsi qu'il y a 100 000 ans, au moins 6 espèces humaines arpentaient la Terre, représentant au total moins d'1 million de personnes. En Europe et en Asie occidentale vivent des hommes et femmes trapus et musculeux, bien adaptés au climat froid des deux aires glaciaires de leur temps. On les appelle les Néandertals. Ils utilisent les outils, sont habiles à la chasse et à la cueillette, cuisent au feu la viande et les végétaux et vivent parmi des populations de plus d'une centaine d'habitants qui sont solidaires entre eux, prennent soin de leurs malades et développent les tout premiers prémices de culture et d'art. Et au même moment, l'Afrique est peuplée par l'espèce humaine des sapiens, qui est tout simplement notre espèce. Sapiens commence à son tour à s'étendre hors d'Afrique, d'abord au Moyen-Orient, puis en Asie, en Europe et enfin en Amérique via le détroit de Bering dont le gel dû à la période glaciaire permet pour la première fois à un hominidé de le traverser. Où qu'il soit, Sapiens commence à développer des croyances et de l'art, sa capacité d'imagination lui permet de mieux coopérer avec les autres et de mieux s'adapter à son environnement en améliorant ses outils, en fabriquant des bateaux et en développant le commerce sur de longues distances. Et que ce soit pour toutes ces raisons ou pour bien d'autres que nous ne connaissons pas encore, à chaque endroit où il migre, excepté en Amérique où il était seul, Sapiens finit par supplanter les autres espèces humaines. Comme les Néandertals, qui se mélangent pour partie aux Sapiens avant d'être menés à l'extinction il y a environ 35 000 ans. Durant les 20 000 années qui suivent, entre 5 et 8 millions de sapiens vivent dans le monde, divisés en milliers de tribus qui ont des milliers de langages et de cultures différentes, basées sur des croyances, des mythes et de l'art de plus en plus complexes. Chacune de ces tribus était nomade sur un périmètre donné et vivait de la chasse et de la cueillette. Mais il y a entre 12 et 10 000 ans, la période glaciaire laisse place à un climat plus tempéré qui favorise la pousse des céréales comme le blé et notamment dans une zone particulièrement accueillante du Moyen-Orient appelée le croissant fertile. Les hommes et femmes de cette région commencent alors à cultiver des céréales, mais cela leur demande du temps et ils doivent donc, pour s'en occuper, s'installer de plus en plus longtemps à un même endroit.
jusqu'à progressivement devenir sédentaires. C'est la révolution agricole du néolithique. Ne pouvant plus suivre les migrations des animaux au fil des saisons, ils commencent à en domestiquer certains pour se nourrir et d'autres pour les aider à labourer la terre. Ainsi, l'agriculture leur permet de produire plus et donc de nourrir plus de monde, ce qui provoque une explosion démographique qui s'accompagne de la création des premiers villages et qui répand ce nouveau mode de vie vers l'ouest. Avec l'excédent de nourriture, les villages deviennent des bourgs puis des villes, liés ensuite au sein de royaumes unifiant les cultures et les mythologies, ce qui cimente les relations sociales et qui crée des peuples et des civilisations. Parmi ces nombreux peuples se développe le long de l'Atlantique la culture mégalithique, dont les premiers dolmens, qui sont des chambres funéraires, remontent au 5e millénaire avant Jésus-Christ, puis la culture du chasséen à partir de 4000 avant Jésus-Christ, qui voit l'amélioration de l'agriculture et l'agrandissement des villages. Mais pendant ce temps, dans le Moyen-Orient, des civilisations bien plus avancées se forment déjà, comme celle des Sumériens qui, suite à la très forte augmentation de leur population, doivent gérer le rassemblement de plus en plus d'hommes et de femmes, et du coup, afin de compter les stocks, lister les propriétés, les dettes, les paiements, etc., ils inventent les premiers chiffres et la première forme d'écriture. C'est aussi eux qui répandent l'usage du bronze vers l'ouest, et à l'ouest se développent d'autres peuples comme les Étrusques, les Ibères, les Proto-Basques, aussi appelés Aquitains, et les Ligures. Et en 600 avant Jésus-Christ, les Grecs de la riche cité de Phocée traversent la Méditerranée et fondent sur les territoires ligures la colonie de Massalia, future Marseille, qui fonde elle-même d'autres colonies comme Nice, Antibes, etc. Et au même moment, plus au nord, des peuples apprennent à maîtriser le fer et en profitent pour fabriquer des outils plus performants pour l'agriculture, des pneus en fer pour leurs chars et des cottes de mailles et des armes plus solides. Et toutes ces inventions leur permettent d'acquérir un fort avantage au niveau commercial et militaire, ce qui leur permet de se répandre vers l'ouest. Ces peuples, on les regroupe sous le nom de Celtes, mais en réalité, c'est plein de peuples différents ayant des chefs différents. Et parmi tous ces peuples, le commerce se développe. Par exemple, les Celtes qui exportent de l'étain, du cuivre, de l'or et leurs produits de l'agriculture et de la chasse conservés dans du sel, et les Grecs importent de la céramique, de l'huile, du vin et développent les cultures des oliviers et de la vigne. Mais forcément, le contact entre tous ces peuples provoque des conflits. Tout d'abord au sein même des nombreux peuples celtes, puis entre les Ligures et les Massaliotes, et enfin avec d'autres peuples plus au sud, comme les Étrusques et la République de Rome, qui appellent les Celtes les Gaulois, et qui se fait d'ailleurs saccager par les Celtes sénons autour de 390 avant Jésus-Christ. Mais Rome s'en remet, conquiert de plus en plus de territoires, jusqu'à s'imposer comme la plus grande puissance régionale après sa victoire contre Carthage et la Grèce. Et voilà pour la préhistoire. Alors, petite précision avant de finir cette vidéo. La préhistoire, c'est la période de l'humanité avant l'apparition de l'écriture et des premiers documents écrits. Donc quand je parle des Ligures, des Proto-Basques et des Celtes, on est plutôt dans la proto-histoire. Car ces peuples n'ont pas produit d'écrits sur eux-mêmes, mais ce sont d'autres peuples qui ont écrit sur eux, comme les Grecs et les Romains. Voilà pour la petite précision, donc dans la prochaine vidéo, on parlera de la Gaule dans l'Antiquité. Alors comme d'hab, abonne-toi à la chaîne, cette vidéo est la première d'une série d'une vingtaine de vidéos qui, mises bout à bout, vont retracer toute l'histoire de France jusqu'à aujourd'hui. Donc si cette vidéo t'a plu, like-la, partage-la, mets toutes les précisions que tu veux en commentaire et tu peux aussi cliquer sur le bouton rejoindre quand il sera actif. Et bien sûr, tu peux me soutenir financièrement en faisant un don sur Utip ou Tipeee. Ça m'aidera grandement à dégager du temps pour faire plus de vidéos tout en gardant une qualité au top. Sur ce, à très vite. Ciao!